toutes et à tous, nous allons voir dans cette vidéo la langue égyptienne, mais aussi l'écriture et la lecture. L'égyptien ancien, qui était parlé depuis l'an 3200 avant notre ère, s'est perduré jusqu'à l'époque gréco-romaine. On classe dans la tradition cette langue dans un groupe appelé chamito-sémitique ou parfois afro-asiatique. Sur plusieurs millénaires, elle a évolué en grammaire et syntaxe, par analogie au latin qui devint l'italien ou le français médiéval jusqu'au français moderne. Les modifications de la langue égyptienne se divisent en 5 étapes. L'ancien égyptien, environ 3200 à 2200, le moyen égyptien, 2200 à 1700, le néo-égyptien, 1700 à 715, la basse époque, jusqu'en 332, l'époque grecque ou ptolémaïque, moins 332 à l'an 30 de notre ère, et l'époque romaine, de 30 à 394. C'est le 24 août 394 qu'est gravée la dernière inscription hiéroglyphique, sur l'île de Philae. Une inscription dédiée au dieu Mandulis. En voici la représentation. À gauche, le portrait du dieu dont la tête a été mutilée porte la couronne appelée MM. L'écriture égyptienne. Ce sont les hiéroglyphes, un système d'écriture formé par des groupes de consonnes que l'on appelle racines. Par exemple, dans la langue arabe, la racine KTB a le sens global d'écriture. Nous avons kitab, livre, katib, écrivain, maktaba, bibliothèque, librairie. En français, on peut signaler par exemple le mot chant et ses dérivés. Chanter, chanteur, enchanté. L'écriture égyptienne est classée en hiéroglyphes, hiératiques et démotiques. Les hiéroglyphes sont des signes d'écriture stylisés tels que l'on peut les voir sur les monuments ou divers objets. Hiéroglyphe vient du grec hieroglyphica grammata, qui veut dire caractère sacré. À côté de cela, il y a aussi le hiéroglyphe cursif, qui est employé surtout pour les textes religieux. En exemple, on peut voir une représentation du livre des morts avec les hiéroglyphes cursifs. Sur les papyrus ou les ostracas, c'est-à-dire des éclats de calcaire ou de poterie, on simplifia encore en hiératique, du grec hieratikos, en rapport avec les choses sacrées, sacerdotales, c'est l'écriture des prêtres. On pourrait comparer leur écriture au PC ou en imprimerie à notre écriture manuscrite, sur une lettre par exemple. À partir de l'époque saïte, vers moins 715, à la 26e dynastie sous le roi psamétique Ier, on simplifia de nouveau le hiératique en démotique, du grec démotikos, le langage courant populaire. Voici en exemple le mot Égypte avec les 3 écritures, le hiéroglyphe, le hiératique et le démotique. Nous allons voir maintenant les principes de l'écriture hiéroglyphique. Elle est composée d'idéogrammes, de phonogrammes et de déterminatifs. Les idéogrammes sont des représentations d'idées, d'usage courant. Exemple, de l'eau, le soleil, le verrou ou le vautour. Les phonogrammes correspondent à des sons dérivant des idéogrammes. Il y a les unilitaires, à un seul son. Exemple, A, K, S, D, comme on a pu voir dans la vidéo précédente. Avec 2 sons, il y a les bilitaires, exemple, Mou, Ra, Chou. Les trilitaires, Néfer, Hotep, Béner. Les quadrilitaires, Kenbet, Djadja, Nerkbet. À partir de 5 sons et plus, ils sont rares, et on les retrouve souvent dans les noms divins ou les lieux. Exemple, le dieu Thoth, Djehouti. La liste alphabétique des unilitaires. Cette liste communément appelée alphabet représente tous les sons de la langue égyptienne. Nous les avons déjà vus dans la vidéo précédente. Voici un récapitulatif avec leurs valeurs phonétiques et leur translittération. La translittération doit être apprise dans l'ordre qui lui est donné, car elle sert au classement dans les dictionnaires et lexiques du vocabulaire égyptien. Le premier signe se prononce A comme Madame. Le I comme dans Rikiki, ou le son IE
comme dans yaourt, le A comme madame ou Pat, le OU comme coucou ou WE comme western, le B comme biberon, le P comme papa, le F comme fille, le M comme maman, le N comme nana, le R comme radis, le H et le H avec un point en dessous sont des H aspirés, comme en anglais hot ou hat. Le son suivant correspond au J espagnol, comme dans Jota ou Juana. Ensuite, nous avons le H comme l'allemand ich, le S comme sourire, le CH comme chérubin, le Q comme dans le pays d'Asie le Qatar, le K comme kimono, le G comme gratuit, le T tambour, le Tche comme atchoum ou Thieu comme dans Tienne, le D comme dodo, le Dje comme djebel ou Dieu comme Dieu. Voici quelques remarques sur les unilitaires. Nous avons également le double roseau ou les deux traits diagonales. Ce sont les mêmes équivalences que le I. Pour le W, nous avons la variante de la corde. Pour le M, nous avons une autre variante qui n'est utilisée qu'à partir du Nouvel Empire. Le N, avec la variante rare avant le Nouvel Empire. La variante du S, qui représente une pièce d'étoffe, a la même fonction que le verrou. Le verrou avait dès l'origine le son Z, qui s'est transformé en S dès l'Ancien Empire. On peut encore trouver la translittération Z dans les lexiques, les dictionnaires et les grammaires, et aussi dans le logiciel J-Sèche avec l'homme assis. Autre variante pour le K, la corbeille à anse inversée, et autre variante pour le Tche avec un trait en plus en diagonale. Pour transcrire des noms étrangers aux Égyptiens, les scribes peuvent représenter le lion roux, qui aura l'équivalent du son L. Le sens de la lecture et les cadras. Pour permettre de lire un texte, il faut repérer l'orientation du signe. Exemple, Amon, Ra, Ankh, Jet, amènera vivant pour toujours. On peut distinguer trois signes dont l'orientation va vers la gauche. Ce sont le roseau, le dieu et le cobra. Comme il regarde vers la gauche, le début du texte est à commencer par la gauche. Autre exemple, sans orientation de signe. Pet-ten, ce ciel. Avec la syntaxe et le vocabulaire, deux éléments indiquent que la lecture doit être commencée par la gauche. Le terme pet, car tep n'est pas répertorié. Ten, un pronom démonstratif qui se place en suffixe. Il y en a d'autres, bien sûr. Et pour les cadras, l'explication est donnée dans la vidéo précédente. Comme on a pu le voir dans les exemples cités précédemment, les unilitaires accompagnent très souvent les hiéroglyphes à partir des bilitaires. Cela permet de les lire spécialement s'il y a plusieurs variantes phonétiques. Par convention, le son E et O étaient insérés entre les consonnes pour faciliter la lecture. Nous avons déjà vu Hotep. Et un autre exemple, Men. Hotep, qui est accompagné souvent des unilitaires T et P, ne se lira jamais Hotep-tep. Men, avec l'unilitaire N, ne se lit pas Menen. Et enfin, Père, accompagné du R, ne se lira jamais Perer. Le signe représentant la tête de héron, le H2, peut avoir plusieurs translittérations. Avec le M, il devra se lire Ouchem. Avec le Q et le P, ou alors les deux, il devra se lire Pâques. Il y a des cas particuliers de lecture. Par exemple, regardons le cartouche du pharaon Toutankhamon. Si on suit la lecture, nous avons Imen pour le dieu Amon, Tout pour l'image, Ankh pour l'adjectif vivant. On devrait lire Imen tout Ankh, mais la lecture est Tout Ankh Imen, l'image vivante d'Amon, car les noms de divinités sont toujours placés en début de cartouche. On appelle cela l'antéposition honorifique. Les hiéroglyphes Refet sont souvent écrits dans un autre cadre. Les hiéroglyphes A sont écrits avec le bras en dessous,
Les hiéroglyphes Ouj se notent avec le W placé après. Les hiéroglyphes Ma s'écrivent souvent avec la faucille en début. Et la chouette et le bras, ou ensemble, se translittèrent souvent avec le son M. Également MA ou Mi, etc. Enfin, les signes déterminatifs. Les signes déterminatifs ne se lisent pas. Ils servent à indiquer le sens du mot et de différencier les groupes afin de lire un texte. Exemple, A, P, D, I, men. Pourvu de déterminatifs, on peut écrire, en rajoutant l'oie et le hiéro du dieu, Aped Imen ou Aped Enimen. Ça signifie l'oiseau d'Amon. Avec la branche d'arbre et le signe A5, Aped Imen ou Aped Imenu, ça signifie le meuble caché. En l'absence de déterminatif, c'est le contexte qui permettra de comprendre la phrase. Il arrive que les déterminatifs soient représentés sur les sculptures ou sur les scènes. En exemple, l'image d'une scène de la 5e dynastie. Sépè, attrapé avec le lasso, est déterminé par la corde du chasseur. Nia est déterminé par le bouquetin. In, c'est la préposition par, et les deux derniers signes se lisent nous et sont déterminés par l'homme qui chasse. Le trait Z1 peut également se trouver en plus du déterminatif. Exemple, le mot héros pour jour et la variante avec le Z1. Un autre exemple, c'est qui veut dire l'homme. Les pronoms prépositions et adverbes et les mots employés fréquemment sont sans déterminatif. Exemple ten, que l'on a déjà vu. Hena, la conjonction et. Néfer, bon, beau, parfait, etc. Le cartouche sert également de déterminatif pour les noms royaux, comme on a vu pour Toutankhamon. Autre exemple, Imenemhat, qui renvoie à plusieurs rois appelés Amenemhat des 12e et 13e dynasties. Sans le cartouche, c'est un personnage non royal. Et là, avec le déterminatif de l'homme assis. Cela correspond à plusieurs personnages du Moyen et Nouvel Empire. Nous avons également le signe Z5. Il est utilisé pour remplacer des hiéroglyphes difficiles à représenter. En exemple, Messi, qui veut dire accoucher, mettre au monde, avec le Z5. At, le moment, l'instant, avec le Z5 à la place du F9. Nessou, le roi, peut avoir 3 fois le signe Z5. C'est assez fréquent au Nouvel Empire. Maintenant, nous allons voir d'autres variantes idéographiques. L'eau se représente simplement par le signe mou, composé de 3 N ou 3 filets d'eau. Le signe Z1 sert à désigner l'idée que représente le hiéroglyphe. Par exemple, le vautour A1 plus Z1, ça veut dire le vautour. La tête avec le signe Z1 signifie la tête. Le mur avec le Z1 représente le mur. Le signe T, accompagné du Z1, sert à désigner le féminin en égyptien. En translittération, on le note avec un point avant le T. Exemple, la ville Newt, le chemin Wat et la mer Mout. Il y a également des groupes de hiéroglyphes qui sont devenus indissociables et qui ne représentent pas l'idée de départ. En exemple, à nouveau, la tête plus le Z1. Translittéré tep, c'est la préposition sur, au-dessus. Translittéré tepi, ça signifie qui est sur, qui est au-dessus. Le visage avec le Z1 signifie la même chose, avec parfois des nuances de sens selon le contexte. Le canard qui a la phono sa peut être écrit avec le Z1, avec le massi. La traduction est fils. Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, le langage a évolué, de l'Ancien Empire à l'époque gréco-romaine. Regardons par exemple le mot lit. À l'Ancien et Moyen Empire, il se dit hatchet. Au Moyen Empire, en variante, on a aussi hatchout. Au Nouvel Empire, on a atet et non pas atiout. Les lectures et les graphies sont différentes à partir du néo-égyptien. En période tardive, atit et au grec, hachi. Les scribes étaient amenés à rencontrer d'autres peuples sémitiques. Ils ont donc emprunté leurs mots et les ont transcrits dans leur propre langue. Par exemple, nous avons vu le lion qui représente le son L. À la 19e dynastie, on a un nouveau mot, Berek, qui veut dire étinceler, illuminé. Il a été emprunté à l'akkadien Barak. Enfin, selon les scribes de toutes les époques, il existe de nombreuses variantes pour un seul mot. Par exemple, le mot Kedjen,
qui veut dire conducteur de char ou orige. Eh bien, j'ai trouvé 48 variantes. Dans le corpus égyptien hiéroglyphique, en 2012, il avait été répertorié 28 500 mots. Sur ce, merci de m'avoir écouté et bon courage à toutes et à tous.